On va voir ensemble comment utiliser les différentes commandes qu'on a vues dans l'article sur la manipulation des fichiers et des dossiers, parce que je pense qu'il est toujours intéressant de faire ça de manière un peu plus visuelle, et ça nous permet de mieux assimiler et comprendre par la pratique comment utiliser les commandes plutôt que de lire de manière académique et de ne pas savoir mettre en application, parce que c'est toujours difficile d'apprendre la théorie si on ne la pratique pas. Donc ici, pour commencer, on va prendre la commande cd qui veut dire change directory, ça on le sait déjà. Donc, simplement pour l'utiliser, on va donner en argument un nom de dossier. Donc ici, si je définis les dossiers que j'ai, j'en ai créé pour l'occasion, j'en ai créé plusieurs. On va rentrer dans le dossier 1, voilà. Et on voit bien que CD m'a bien mis dans le dossier 1. Si on veut revenir en arrière, c'est très facile, mais avant de vous expliquer ça, regardons un petit peu. Si je fiche les fichiers cachés du répertoire, on voit que nous avons deux répertoires. Un point 1 avec qui représente un point et l'autre deux points. Le point représente le répertoire courant, ça on le sait déjà. Et ici, le deux points représente le répertoire parent. Donc ça veut dire que si je veux remonter vers le répertoire parent, il me suffit de faire cd deux points. Donc ce sont deux pseudo-dossiers qui sont toujours présents sur les systèmes de fichiers Linux et qui vous permettent, et d'autres d'ailleurs, et qui vous permettent de remonter vers le répertoire parent. Alors, deux, trois petites choses encore avec CD. Il faut savoir qu'on peut très bien utiliser CD avec les chemins absolus. Donc, on peut très bien dire CD userbin, le chemin complet, ça marche très très bien et il rentre dans userbin. Une fois que nous sommes ici, il y a une façon de revenir en arrière avec CD qui est pas connue, enfin peu utilisée, je trouve pourtant très intéressante, c'est CD dash qui permet de revenir dans le répertoire juste avant. Donc ça peut être très utile de la connaître, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Rentrer facilement dans le répertoire courant de l'utilisateur en rentrant simplement CD, pas d'argument. On rentrera ici dans le répertoire utilisateur. C'est une commande par défaut, ça revient exactement au même qu'avec le tilt. C'est son mode de fonctionnement. Donc je pense qu'on a tout vu pour CD. Dernière petite chose que je voulais voir avec vous, c'est le type de commande que c'est, CD. CD, c'est ce qu'on appelle une commande built-in au shell. Donc elle est intégrée dans Bash. Donc si par exemple je fais un man CD, vous ne trouverez pas de manuel parce qu'elle est dans le manuel de Bash, tout simplement. Donc on va pas lire le manuel de Bash parce qu'il est énorme et je pense que ce n'est pas utile pour cette vidéo. On va voir maintenant la commande pushd popd. Elle permet de rentrer dans les répertoires, mais en empilant les chemins qu'on a parcourus, et lequel a parcouru, pardon. Donc si je vous donne un exemple, ça fonctionne exactement de la même manière que CD. Donc je vais me mettre dans mon répertoire de test. Ici j'affiche. Je vais rentrer dans mon dossier 2 par la commande push. Je vais d'abord vous montrer que dans mon répertoire, ici, j'avais créé une arborescence afin de pouvoir descendre dans l'arborescence. Donc ici, je vais utiliser pushd. On a dit c'est mon dossier 2. Donc si je rentre, on voit que IMAS, donc là c'est où j'étais. Et ici, on voit qu'il me stack l'endroit où je suis maintenant. Si je fais un ls et je regarde, j'ai un dossier papa. Si je fais un push d papa et je rentre, on voit bien qu'il me restack papa. Si maintenant je continue et je fais un push d, ici j'ai mama, tati, tonton, voilà, je peux rentrer directement en une fois et on voit bien que il m'a stacké. Ici, je suis dans le répertoire tonton et que ma stack est complète. On voit qu'il stack donc du plus grand de là où on est maintenant vers le plus ancien. Donc si maintenant je veux retourner vers des dossiers plus anciens, ben je vais utiliser simplement la commande popd. Donc j'utilise popd sans argument, sans rien. Et on va voir que on va descendre dans la stack. Donc ici, on voit bien que je suis dans le test dossier papa. Ici, on voit que je peux redescendre. Et ici, voilà, je vois qu'on peut redescendre aussi. C'est exactement ce que c'est tout ce que ces deux commandes font. Donc elles fonctionnent vraiment ensemble. Elles ont des options qui est le N qui permet de outrepasser une stack ou pas.
Donc si par exemple vous voulez pas, si vous faites POPD et que vous voulez pas retourner dans celui-là, mais directement à celui-là, c'est possible avec l'option N. C'est vraiment la seule option pour moi pertinente à ces deux commandes. On va voir maintenant la commande mkdir. Donc la commande mkdir permet de créer des répertoires et elle s'utilise vraiment très simplement. Donc ici, je vais vous en faire la démonstration. On va se mettre dans le dossier 4. Là, nous sommes dans le dossier 4. Si je fais less, il n'y a absolument rien du tout. Dans sa forme la plus simple, mkdir s'utilise euh, en faisant mkdir et le nom du dossier qu'on veut donner, par exemple test. C'est très très bien. Donc si on liste, on voit qu'on a le dossier test. Qu'est-ce qui se passe si je refais la même chose? Alors on voit qu'ici, mkdir me crée une erreur. C'est un comportement par défaut qui est voulu. Et on voit qu'il ne me le recrée pas, mais m'affiche une erreur. On peut l'outrepasser si je vous montre en utilisant l'option P qui permet pas que ça. Et c'est utile d'outrepasser une erreur. Vous voyez que ici, il ne me crée pas. Donc ici, en soi, mkdir avec l'option P permet de créer les répertoires parents des sous-répertoires qu'on veut créer. Je m'explique. Donc si par exemple ici j'ai test, et si maintenant j'aimerais créer plusieurs répertoires, mais un répertoire, un sous-répertoire, et même dans ce même sous-répertoire, un sous-répertoire, etc. Donc une arborescence. Qu'est-ce qui va se passer si je dis simplement à mkdir de la créer? Donc si je fais mama, papa, petit, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que il va commencer par créer Tati il ne peut pas le créer puisque le dossier papa n'existe pas. Il ne peut pas créer papa parce que maman n'existe pas. Donc c'est à ça que sert la commande, l'option P, pardon. Donc si je fais mkdir P mama papa et Tati, cette fois-ci, on peut voir que ça sera bien créé. Donc on voit qu'ici, j'ai créé mon dossier Mama qui contient mon dossier Papa qui contient mon dossier Tati. Donc, et remarquez bien avec le TUI qui passe ici toujours, vous voyez le point pour petit rappel qui permet de dire qu'on est dans ce répertoire courant. Donc voilà pour mkdir, la seule option encore utile à mkdir est l'option M qui permet de passer des permissions. Ça, on n'a pas encore vu pour l'instant, mais ça peut être utile de vous le dire. Et vu on est dans la commande maintenant, autant vous le montrer. Donc si je clear un peu tout ça, ici voilà, je vais créer un répertoire ici, donc avec les permissions en octal, 700 qui est permissif, qui est non permissif, pardon. Donc, je reprends. On va créer un répertoire ici avec des permissions définies. Donc, voilà, et je vais mettre le dossier Secure. Si je crée le dossier Secure avec l'option M et le paramètre 700 qui est le paramètre octal des permissions, ici, on va voir que il m'a bien donné les permissions que je lui ai données. Si maintenant je l'avais, on va faire un Secure 2 pour vous montrer, si je l'avais fait Secure 2, voilà. Si je regarde les permissions, on voit bien que par défaut, il me met en 7,55. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Mais ici, il y a ce qu'on appelle un UMask à 0,22 qui m'enlève ici le bit d'écriture. On va passer à RMDIR. RMDIR permet de supprimer des répertoires vide, uniquement vide. Donc si je fais un rmdir, un man rmdir, on voit bien ici que la commande permet de supprimer des répertoires vides. Donc c'est exactement ce qu'elle fait et on va voir ça directement. Si je prends ici des répertoires qui ne sont pas vides, donc j'ai créé ici le dossier 4 où j'ai créé déjà un fichier. Donc si je vous fais un tree sur le dossier 4, on voit bien qu'il y a un fichier déjà présent dans le répertoire. On va simplement tenter de faire un rmdir sur le dossier 4. Qu'est-ce qui se passe? Impossible de supprimer le dossier 4. Le dossier n'est pas vide. Donc c'est très facile en plus. Il vous dit exactement pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait. Si maintenant je
supprime le fichier à l'intérieur du dossier 4. Voilà, si je supprime, supprimer, et que maintenant je refais la commande rmdir, on voit bien que ça fonctionne. Donc voilà, c'est une petite commande qui s'utilise un peu en sécurité DRM et qui permet de ne pas faire de bêtises si jamais on veut supprimer un répertoire mais que on ne voulait pas supprimer l'intérieur. Donc uniquement dans quelques scripts qui me permettent des codes retour en cas où un répertoire n'est pas vide. C'est très facile pour tester si un répertoire n'est pas vide, mis à part avec la commande test, bien sûr, et les conditions qu'on n'a pas encore vues non plus, mais ça peut être une possibilité d'utiliser un code retour pour voir si un dossier est vide. Enfin, c'est pas la meilleure façon de faire, mais c'est possible. Nous allons voir maintenant la commande touch. Donc la commande touch à la base sert à mettre à jour la date d'accès et la date de modification d'un fichier, mais elle permet aussi de créer le fichier puisque s'il n'existe pas, elle nous crée un fichier vide. Donc très simplement, ici, nous sommes dans mon répertoire test. On va faire un touch, fichier touch. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il a bien créé mon fichier. On voit bien ici à la fin que j'ai mon fichier touch. Donc ça fonctionne relativement facilement. Et c'est comme ça que cette commande est utilisée pour créer un fichier. Il y a d'autres manières de créer un fichier sous Unix. La plus connue est la commande, enfin on peut faire un écho et utiliser la redirection. Donc si maintenant je peux faire ça, et alors un fichier touch 2. Voilà. Alors, si je fais un ls, on voit bien que mon fichier touch2 a été créé également. Donc, c'est une autre manière de créer un fichier, mais on va se l'accorder. Touch fait très bien le boulot et elle a d'autres options intéressantes. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. Donc, une minute, à mon avis, s'est écoulée. Si maintenant je refais un touch sur le fichier touch, donc qui existe déjà, hein, donc on est bien d'accord. Regardez ici l'heure et je vais valider et je vais regarder. Voilà, donc on voit bien que fichier touch m'a modifié l'heure. Donc c'est bien sa fonction pardon, première qui est de modifier le, la date du dernier accès et la date de dernière modification. Elles ont aussi des options, donc si on veut modifier que l'access time ou que la modification time, donc ce qu'on appelle communément le A time ou le M time, vous pouvez le spécifier ici, ça exactement la même fonction. On va voir maintenant comment utiliser la commande mv, donc, qui en anglais veut dire move, donc qui permet de déplacer un fichier ou un dossier, mais pas que, puisqu'elle permet également de renommer. C'est une des particularités de cette commande, c'est qu'elle a deux fonctions. Et on va voir ça directement, vous comprendrez mieux par l'exemple. Donc ici, si je vais simplement maintenant déplacer un fichier dans un dossier, je vais donc spécifier mv. On va utiliser le nom du fichier, par exemple le 4, et je vais le mettre dans mon dossier 2. Voilà, ça ici, donc si on lit correctement, ici on move mon fichier 4 vers le dossier 2. On voit que si on fait un ls du dossier 2, il y a bien mon fichier 4 dedans. Donc voilà qui est parfait, donc on a mové. Si maintenant on veut faire la même chose, mais si je spécifie pas un dossier en cible, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais prendre mon fichier 1, donc mv fichier 1. Ici, je vais créer d'ailleurs un nouveau, un nom qui n'existe pas, donc fichier 7 qui n'existe pas. Et on va voir ce qui va se passer. Donc ici, voilà, on va voir que mon fichier 1 a disparu et qu'il est devenu fichier 7. Donc si MV fonctionne en fonction de la cible que vous lui donnez. Donc si vous lui donnez
un nom de fichier, il renommera. Si vous lui donnez un fichier dans un dossier, il le déplacera. On peut également, si vous donnez à MV en argument deux dossiers, soit il les renommera s'ils sont les mêmes, soit il intégrera la source dans la cible. Donc on va regarder ça. Clear. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours simple à expliquer. Mais donc si par exemple je voudrais renommer le dossier 2, il me suffira de faire un MV dossier 2, peu importe s'il y a des fichiers dedans ou pas. Et je vais mettre dossier modifié. Voilà. Ici, on voit que j'ai spécifié un dossier et ici, il va d'office me renommer en fait le dossier puisqu'à la base, c'était un dossier. Donc si je regarde ici, on voit bien que dossier modifié est resté un dossier et n'est pas devenu un fichier. Donc la source et la cible a vraiment une importance et influe sur le comportement de MV. Donc, la commande CP permet de copier. Donc elle s'utilise vraiment comme la commande MV, mis à part qu'elle copie. Donc c'est très utile pour faire des copies de fichiers de configuration. C'est d'ailleurs souvent son utilisation première. Elle permet vraiment de faire une sauvegarde de votre fichier avant de le configurer et ça nous permet de revenir facilement en arrière si jamais quelque chose se passe mal dans vos modifications. Donc c'est quelque chose à connaître et à faire vraiment le plus souvent possible. Donc généralement ici, si je prends un fichier, on fait un CP, imaginez que c'est un fichier conf. On fait cp fichier 2 et je fais un cp fichier 2.back. Voilà, on nomme toujours en général pour dire back pour backup. Maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est totalement arbitraire. Mais ça vous permet de facilement revenir en arrière si je fais une modification sur fichier 2 et que ça se passe mal. Il me suffira par la suite de faire un CP dans le sens inverse et je récupère mon fichier fonctionnel. Donc ici, si je le fais, on va voir il va bien me créer un fichier .back ici, fichier 2.back qui a bien été créé. Même chose avec les répertoires. Donc si maintenant on veut copier, je vais voir si je vais copier le dossier 3. Je vais voir s'il y a quelque chose dedans. Il n'y a rien. Donc on refait avec le touch. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, j'ai bien des fichiers 1, 2, 3, 4, 5. On revient en arrière. On fait un ls. On regarde. Et donc je vais cp mon dossier 3. Voilà, et je vais utiliser l'option très importante de récursivité puisque c'est un dossier. Ça me permettra de copier l'arborescence et son contenu. Donc ici, si je fais un cpr dossier 3, et je vais même vous donner les options que j'utilise toujours. Donc le A permet de archiver et le V permet d'être verbeux, donc bien savoir ce que vous faites. Si je fais un autre dossier vers dossier 9, on voit que ça me copie bien mon dossier et on va voir que mon dossier sera bien présent avec exactement les mêmes éléments à l'intérieur. Donc si je fais un LSL, je regarde, donc j'ai bien mon dossier 10, les mêmes permissions. Au niveau des attributs, on est pareil. Au niveau de la taille, on est pareil. Et si maintenant je rentre dans mon dossier 10, excusez-moi, allez, voilà, on voit bien que j'ai mes fichiers 1, 2, 3, 4, 5, donc qui sont exactement les mêmes que dans le dossier 3. Si maintenant je fais un ls du dossier 3, on voit bien que j'ai également les fichiers 1, 2, 3, 4. Hélène qui permet de lier des fichiers, des dossiers et lier deux répertoires par la commande mount, cette fois-ci, qui normalement ne devrait pas être vue maintenant, mais on va voir une petite fonction de mount, donc pas entièrement, on ne va pas la voir entièrement, mais on va voir une petite option de mount qui permet de lier deux répertoires. Ce qu'on a encore à dire sur les liens physiques sont que pour faire des liens physiques, les fichiers doivent être dans la même partition,
et le même système de fichiers. Donc on ne peut pas faire un lien physique entre un fichier en ext4 et en un fichier qui est sur du XFS par exemple. Ça, ce n'est pas possible. En lien symbolique, c'est possible. En lien physique, ce n'est pas possible. On va donc voir maintenant par l'exemple comment ça fonctionne. Donc ici, si je prends ici mon répertoire, que je vois un petit peu tout ce que j'ai créé parce que j'ai pris un petit peu d'avance. Donc j'aimerais lier mon fichier 1 et mon fichier 3. Donc si j'utilise la commande ln pour lier, je vais simplement voilà, lier mon fichier 1 et mon fichier 3. Ici, il va y avoir une erreur parce qu'il va me dire que le fichier existe. Donc à la base, voilà, il me dit que le fichier existe. Bon, ne faites pas sur des fichiers qui sont existants parce que ça les écrase. Donc ce n'est pas une bonne idée, mais ici, ce sont des fichiers que j'avais créés pour ça et je vais les utiliser. Donc ici, on va forcer par la commande F. Voilà. Donc ici, on va clearer, un petit clear, ça fait du bien. Voilà. Ici, on voit que on ne voit pas que les fichiers sont liés. Donc on va ici voir quelques petites commandes qui permettent de voir un peu la nature du fichier. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune manière. Donc si je fais un file fichier 1, il me dit que c'est un fichier texte. Si je fais un file fichier 3, il me dit que c'est un fichier texte. Si je fais un stat cf fichier 1, il me dit que c'est un fichier. Et si je fais la même chose sur le fichier 3, il me dit que c'est un fichier. Donc ici, on n'a aucune manière de savoir la nature du fichier, ni de savoir si ce sont des fichiers qui sont liés. Donc ça, faites très attention quand vous le faites, rappelez-vous-en. Il y a une façon de le voir, et on va le voir maintenant, c'est de lister les inodes. Donc, pardon, excusez-moi, on va faire autrement. On va faire ls, L, et cette fois-ci, on utilise l'option I. Donc l'option I permettra d'afficher les inodes. Et ici, on peut voir que les deux fichiers sont exactement, ont le même emplacement sur le système de fichiers. Donc le même inode permet de dire qu'ils sont physiquement identiques. Donc si on fait le test, on peut voir que si je fais, pardon, si je fais un vim fichier 1, moi j'avais déjà mis je suis de fichier 1, voilà. Si maintenant je fais un 4 sur le fichier 3, puisque je sais que moi je l'ai lié, on va voir que fichier 3 me dit qu'il est le fichier 1. Donc on voit bien qu'ils sont liés. Et c'est comme ça qu'on lie deux fichiers. Il faut avoir l'utilité de faire ça. On ne verra pas ça tout de suite maintenant. Il y a des utilités, mais personnellement, les liens physiques sont beaucoup moins utilisés que les liens symboliques. Et donc pour délinker un fichier, donc on link en créant le lien, on unlink pour enlever le lien. Donc là, je vais faire un unlink pour enlever mon lien. Et donc, je vais faire un link fichier 3 ou fichier 1, c'est comme vous voulez. Et on va voir qu'ici, il m'a bien enlevé mon fichier 3. Donc, voilà à quoi servent les liens physiques. Ils servent vraiment à lier physiquement deux fichiers. Ici, on va voir maintenant le cas des répertoires avec des liens physiques. Donc, si je clear et que je regarde ici, j'ai créé deux répertoires. Donc, on a deux liens physiques. Et la particularité ici, c'est qu'on va le faire avec mount. Donc, pour monter deux répertoires identiques, on va voir que on utilise la commande mount -bind lien physique. Donc, ici, mon premier dossier. Pas spécialement besoin de ça. Voilà, et lien physique 2. Voilà. Si je fais Enter, voilà, je vois que ma commande a fonctionné, donc mes deux dossiers sont bien liés. On va pas aller voir, on pourrait regarder dans Mount, mais on n'a pas encore vu, et il y a vraiment chez moi énormément dans Mount, donc on va se contenter de regarder comme ça et voir si ça fonctionne. Donc ici, on va rentrer dans CD lien physique 1, pardon, voilà. Ici, voilà. Ici, j'ai déjà créé
des répertoires, des fichiers, pardon, et on peut voir normalement, donc ça veut dire que le contenu de ce répertoire devait être répercuté sur mon lien physique 2. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous montre donc, je rentre dans lien physique 1, voilà. On va regarder ici qu'on a bien la même chose dans les deux répertoires. Donc si je fais un ls de lien physique 2, on voit bien qu'on a exactement la même chose. Si maintenant dans mon physique 1, je fais un touch 6, voilà. Et si je refais un ls sur mon physique 2, vous verrez qu'il est également présent. Donc voilà comment est-ce qu'on lit deux dossiers. Ça peut être très pratique. Encore une fois, il faut avoir l'utilité de faire ça, mais il est utile de le savoir. Donc ici, hop, pour bien sûr, pour démonter, on va juste faire un nu mount. Mount, voilà, je vais y arriver. Physique 2, et on voit que là, à présent, c'est totalement délié. Alors, maintenant, les liens symboliques. Alors, un lien symbolique, c'est quoi? C'est simplement un raccourci vers un endroit, un fichier, un répertoire. Vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi avec les liens symboliques. Ça permet une grande souplesse. Ça permet d'avoir plusieurs choses. Évitez de copier les choses. Faites plutôt des liens symboliques. Évitez d'avoir les mêmes fichiers au même endroit. Enfin, dans différents endroits. La duplication, c'est pas bon. Donc voilà, enfin, ça prend de la place sur vos disques alors qu'il y a moyen vraiment de fermer. Donc ici, on va prendre un exemple déjà sur un fichier. Donc pour faire un fichier sur un... Pour lier deux fichiers par un lien symbolique, c'est très facile. On prend le fichier 1 par exemple et on va le lier au fichier 4. Je vais mettre même ici mon fichier... Hop, je vais pas mettre d'accent. Mon fic lié. Voilà. Voilà, ici, on peut voir ici, avec la coloration syntaxique, que mon fichier sont bien liés. Donc, mon fic lié pointe bien vers le fichier 1. Et ici, donc, si maintenant je vais encore à nouveau, je fais un vim de mon fichier 1 qui contient déjà du texte, donc je ne vais pas l'éditer. Normalement, voilà. Ici, je suis fichier 1 et on va voir que si je fais un cat sur mon fic lié, ça me fait exactement la même chose. Petite particularité, c'est qu'ici, si je fais un file mon fic lié, il va me dire que c'est un lien symbolique. Donc ici, les liens symboliques sont affichés. Même chose avec la commande stat cf mon fic lié. Il nous dit bien que c'est un lien symbolique. C'est vraiment utile à savoir. Ce sont deux petites commandes que vous pouvez vraiment retenir. Stat en est une vraiment sympathique. On aura l'occasion de la voir plus tard. Mais si vous la donnez sans option, elle permet vraiment d'afficher énormément de détails sur un fichier. Donc ici, avec ses accès, ses modifs, ses changements, enfin vraiment énormément de fonctionnalités. Donc ici, on a, pardon, je vais y arriver. On a donc lié maintenant ici deux fichiers. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est avoir ici mon répertoire. euh, pour prendre un exemple ici, je vais rentrer dans dossier 9. Voilà. On va faire un petit mkdir de papa. Papa. On va prendre l'option P pour redescendre un petit peu. Papa, maman, oui, je pense que ça sera entièrement suffisant. Voilà. Et si je suis dans CD, maman. Euh, donc CD. Ah oui, je suis pas dans. Ah, ok. Voilà, ok. Donc là, il est bien. Alors,
On va avoir deux cas de figure parce que il y a vraiment une notion que j'aimerais vous montrer. C'est que la plupart du temps, on utilise souvent ln avec une source absolue. Donc, c'est-à-dire que si maintenant j'aimerais mettre userbin, donc le dossier userbin ici dans mon répertoire test, donc ce que j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le faire, mais je pourrais prendre le sbin vu que je suis root, voilà, et que je voudrais ici le mettre dans mon répertoire test. Donc ici, je mets un point. Vous voyez que ça va fonctionner, et donc j'ai bien mon dossier sbin ici dans mon répertoire. Donc j'ai utilisé le chemin absolu du répertoire. Il est important, si jamais vous utilisez des chemins relatifs, d'utiliser l'option R. Donc, si vous faites un lien symbolique avec des chemins relatifs, utilisez toujours l'option R afin que ln suit directement les liens et que même si vous l'appelez dans notre répertoire, ça fonctionnera toujours. Donc, ici, on va faire le test. Donc j'avais mon dossier 9. Donc on va faire le test avec la commande rs, enfin l'option rs. Donc on va monter dans le dossier 9. Voilà, ça. Et je vais aller dans cd papa. On va vraiment descendre à fond. Et pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc ici, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe si je vais tout faire de manière relative ici? Donc voilà, je vais faire un ln rs. Et donc, je vais utiliser ici le point et je vais lui dire de monter ça dans mon home utilisateur direct. Donc ici, on peut voir que ça a fonctionné et on va directement aller voir que ça a bien été créé. Donc ici, j'ai bien un dossier maman. Donc si je regarde ici, donc ce dossier maman qui pointe vers home feedback, test, dossier papa, maman. Donc c'est une façon vraiment facile d'avoir des petits raccourcis pour des chemins qui sont relativement longs. Et il y a plein d'utilités vraiment aux liens symboliques. Donc je vous conseille vivement de les utiliser. Donc même chose, pour enlever un lien, si je fais une link fichier 4, il me supprimera le lien symbolique et on peut voir qu'il ne sera plus présent. Il y a aussi une petite commande liée, c'est readlink. Maman. Oups, non, readlink maman qui vous donnera le dossier source du lien symbolique. Donc c'est une petite commande à savoir assez rapide qui est donc quand on appelle un lien symbolique, on appelle toujours par le nom du lien qui est toujours coloré ici. Donc voilà.